Et ce matin, nous recevons le président de l'autorité de la concurrence. Bonjour Stéphane Rotterer. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous alors qu'hier, vous avez présenté le bilan de l'autorité pour l'année 2024 et dressé les perspectives pour 2025. On va d'abord commencer par l'année dernière, une année qui a été marquée évidemment par ces violences insurrectionnelles et un grand nombre de destructions d'entreprises. Vous avez dû vous adapter dans vos pratiques pour faire face à cette situation. C'était le moins qu'on pouvait faire, bien sûr. Donc on a fait en sorte que les entreprises puissent le plus rapidement reconstruire. Donc on s'est mis dans une perspective de reconstruction rapide des entreprises. Je me réfère essentiellement aux équipements commerciaux qui ont particulièrement souffert. Donc il fallait que les entreprises aient des procédures assez rapides pour avoir les autorisations de la part de l'autorité de la concurrence. Et donc on a simplifié les procédures pour aller vite. Et puis mis en place quelques procédures d'urgence pour pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir avoir pas passer outre l'autorisation de l'autorité de la concurrence. Donc ça a été très rapide. De l'autre côté, on a fait preuve, on va dire, d'adaptabilité, de flexibilité et de souplesse était nécessaire. Il était hors de question qu'on soit hors sol. Et de notre côté, on a vu, évidemment, c'est la contrepartie de toute crise, c'est-à-dire des comportements un petit peu... Alors, j'aime pas le mot profiteur de crise. On a utilisé souvent ce terme en période de crise. On dit des profiteurs de crise. En période de crise, il y a des marchés qui explosent, il y a des prix qui s'envolent. Donc ça, c'est inhérent. Mais parfois, il y a des déviances de comportement. Il peut y avoir des ententes. Il peut y avoir des prix très, très, très élevés qui sont limités, excessifs. Et par rapport à ça, le service d'instruction, c'est-à-dire Madame la rapporteure générale, est particulièrement vigilante, a été particulièrement vigilante puisqu'il y a des affaires qui sont encore en cours. Donc ça, ce sont des affaires qui devraient sortir en 2025 pour des pratiques qui seraient anticoncurrentielles ou à la limite sur la fixation des prix. Oui. Mais Nicolas, soyons très très clairs. Le président, je préfère le rappeler, le président de l'autorité de la concurrence ne sait pas comment seront, je voudrais dire, menées ces investigations. Est-ce que la rapporteure générale décidera de classer l'affaire? Est-ce qu'il décidera de la soumettre au collège? Voilà. Donc, je n'ai pas ces informations. Ça relève vraiment des prérogatives de la rapporteure générale. Et je m'en voudrais de marcher sur ces prérogatives. Ce qu'on peut dire uniquement, c'est qu'il y a des dossiers en cours. Exactement. Exactement. Alors, il se pose aussi la question de la concentration des entreprises avec certains groupes qui ont été moins touchés que d'autres dans cette crise. Vous travaillez aussi sur cette question pour éviter que des groupes se retrouvent en position dominante? Oui. Le rôle, alors en matière de concentration d'entreprises ou en matière d'équipements commerciaux, le rôle, c'est de contrôler le pouvoir de marché d'une entreprise. Donc, si elle devient trop grande, on va limiter les autorisations, on va demander des engagements et on va être très vigilant pour éviter que l'entreprise grossisse encore plus et puisse puisse avoir des possibilités, être susceptible, comme on dit, d'abuser de sa position dominante. Donc oui, bien sûr, on l'a déjà fait cette année et on continuera à le faire et on le fera encore plus puisque les équilibres ont changé, les rapports de force ont changé. Certains, c'est bien pour eux, ont eu moins de pertes que d'autres. On pense malheureusement à Kenwin qui a perdu sa surface. On espère, récemment, j'ai rencontré évidemment son directeur général, Monsieur Dib, et puis aussi un de ses créateurs, Monsieur Buager, lorsque j'étais à Tahiti, qui ont la chance d'être bien assurés, j'espère qu'ils reconstruiront. On est vraiment à les encourager dans ce sens-là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, les rapports de force, en effet, comme vous le dites, ont été bouleversés et on recompose en fonction de cela. Avec le groupe GBH qui a subi moins de pertes. Oui, bien sûr. Oui, à part le Leader Price Auteuil et quelques Leader Price qui ont un peu souffert, mais qui n'ont pas été détruits. C'est vrai que le groupe GBH a moins souffert que le groupe Kenwin. Et donc se retrouve avec plus de parts de marché aujourd'hui. Eh bien sûr, tout à fait. Et ça, vous êtes vigilant et vous avez des moyens d'action pour éviter ce type de Oui, choses. parce que si GBH, pour le dire très très simplement, souhaite implanter un nouveau magasin ailleurs, eh bien, on peut s'y opposer.
Voilà, donc le pouvoir de l'autorité, il est très puissant, hein, où on peut autoriser sous conditions très, très restrictives. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs l'année dernière? Oui, sur une petite affaire, oui, en effet. Oui. Est-ce que donc ça, là, vous avez quelqu'un qui travaille uniquement sur cette question des concentrations d'entreprises en ce Oui, moment? et qui est aidé, c'est pour bien comprendre le service d'instruction, c'est sept enquêteurs, hein, 7 personnes, plus madame la rapporteure, donc ça fait 8, mais 7 enquêteurs. Les concentrations, c'est une personne à temps plein à l'année, plus souvent sur les gros dossiers, une demi-personne, une autre personne. Donc ça nous prend déjà presque deux rapporteurs, enquêteurs sur 7. Donc vous voyez, c'est déjà une grosse part de notre activité. Donc on le disait hier lors de la conférence de presse que vous avez menée, qu'il y avait eu moins d'affaires en 2024. En revanche, c'est une année record du côté des sanctions. Oui, alors il y a eu moins d'affaires à cause de la crise, soyons clairs. En matière de concentration et d'équipements commerciaux, on peut diviser par 2. Donc l'année dernière, on a eu 36 avis et décisions, on n'en a que 19 cette année. Et on avait eu 26 concentrations équipements commerciaux, on n'en a que 14. Donc vous voyez, la différence vient essentiellement de là. Il y a quelques affaires qui ont été reportées pour faire souffler un peu, surtout les entreprises en période de difficulté, soyons clairs. Donc ils ont reporté, il y a deux affaires qu'on va avoir en 2025. C'est pour ça que 2025 va être une année très chargée, hein, soyons clairs. Mais oui, je réponds favorablement à votre question. Oui, on est d'accord. Enfin, voilà. Sur 2025, vous allez poursuivre le travail mené en 2024, notamment de conseils auprès du gouvernement. On le sait que vous avez publié des notes économiques l'année dernière, et notamment en point d'orgue cette question de la vie chère. Pour vous, c'est une priorité pour l'autorité de la concurrence? Alors justement, donc pour terminer de répondre, j'ai pas totalement répondu à votre question précédente, je m'en excuse, c'est qu'il y a eu une reconversion de notre activité, puisqu'il y a eu une baisse d'activité, c'est ce que je voulais vous indiquer, et cette reconversion de l'activité a été en partie sur cette activité, notre casquette, hein, nos compétences de conseil du gouvernement, voilà. Donc on a rédigé 2 notes économiques l'année dernière, dont une note économique le 4 octobre qui avait été créé à la fois pour réfléchir, suite à l'après-crise, à la reconstruction, quel modèle économique faut-il pour la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une reconstruction. Est-ce qu'il faut un modèle différent? Est-ce qu'il faut un modèle... Évidemment, on a proposé un modèle différent. Et cette note économique a eu pour objectif d'appuyer aussi le plan S2R. Hein. C'était une note qui venait aussi nourrir le plan S2R, et beaucoup de propositions de l'autorité ont été reprises dans le plan S2R. Bon, vous avez bien compris que dans cette note économique, il y a eu une critique du modèle protectionnisme calédonien et une proposition d'ouverture vers quelque chose de beaucoup plus, alors on va en parler, hein, ouvert vers la région. Donc sur ce modèle protectionniste, on a proposé un audit sur les protections de marché, et comme on l'a dit à la conférence de presse, pas un audit qui sera fait par l'autorité de la concurrence, hein. Nous voulons rester neutres dans mais on a été missionné par le gouvernement pour accompagner le gouvernement pour avoir un audit, je dirais, très neutre, et qui sera accepté par toutes les entreprises. Donc les choses seront lancées aujourd'hui. Cet après-midi, le gouvernement, Christopher Jugel, va présenter le cahier des charges, parce qu'il va y avoir une procédure de passation de marché, enfin de consultation, prochainement, présenter le cahier des charges et la vision que le gouvernement a pour que cette procédure soit transparente, soit ouverte dans une certaine mesure aux entreprises, suivie par les entreprises, excusez-moi. Et ça sera fait cet après-midi. Voilà. Alors, il est souvent, parfois, reproché à l'autorité de la concurrence par certains d'être dogmatique dans ses choix et dans ses décisions. Très souvent. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On n'est pas dogmatique. Un audit sur les protections de marché, c'est absolument pas dogmatique. C'est juste arriver à déterminer ce qui marche et ce qui marche pas. Vous m'entendrez jamais dire il faut supprimer cette entreprise X sur le marché sans avoir pu... voilà. On n'est pas favorable par principe au stop, parce qu'un stop crée... et surtout si une entreprise est la seule à bénéficier de ce stop, elle se retrouve en monopole, donc ça va contre le principe même de la concurrence. Il peut y avoir très bien des stops qui peuvent être dans l'absolu
conçu pour des raisons stratégiques, pour protéger une politique industrielle. On ne va pas importer du nickel alors qu'on a du nickel. Vous voyez, il y a des choses, voilà. Donc il n'y a pas de dogmatisme, on verra au cas par cas. Il faut évaluer le coût, une protection de marché, pourquoi pas, mais à quel prix ? À quel prix pour le consommateur ? À quel prix pour la société ? Parce qu'il y a une perte fiscale aussi avec un stop, par exemple. Voilà, non, il n'y a aucun dogmatisme, il y a une volonté de faire ça de manière très intelligente. Je pense que la Calédonie, si elle veut reconstruire un modèle, elle doit aussi se regarder en face et regarder dans le miroir. Et les protections de marché en font partie, comme d'autres domaines, comme le tout nickel, comme une diversification qui n'a pas été suffisante, comme beaucoup de choses. Voilà. Alors Stéphane comme Rother, les inégalités aussi. Justement, vous allez proposer et co-organiser un colloque avec l'UNC là, sur l'ouverture régionale, l'ouverture économique et cette intégration régionale. Là aussi, il faut produire de la donnée, vous disiez, quasiment scientifique pour après aider à la décision des pouvoirs publics. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que concrètement, on fait rien de manière dogmatique, pour reprendre votre question. Là, il y a un mouvement qui est déjà ancien, hein, qui vise justement à ce que les entreprises soient plus performantes dans le cadre de l'exportation. Nous allons accompagner ça, alors plutôt sur le volet approvisionnement, puisqu'on prône une intégration économique générale plus poussée, parce que ça va dans le sens du pouvoir d'achat, et ça va permettre de, normalement, réduire les coûts des containers, notamment, et puis c'est bon pour la planète, en termes de CO2. Voilà, donc on va accompagner ce qui est déjà fait, et on va poser des bases scientifiques pour accompagner non seulement les entreprises, mais aussi le gouvernement dans sa politique de commerce extérieur. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Vous savez très bien qu'il y a un accord sur les Vanuatu qui va, on l'espère, sera finalisé. Mais Vanuatu, c'est pas toute la région. La région, c'est des grands pays. C'est l'Australie. Vous avez entendu Annalise Young qui a dit on propose justement pour favoriser l'intégration dans le PACER+, hein, donc dans la région, une étude économique qui pourrait montrer les bienfaits pour les entreprises. C'est ça qu'il faut. Les entreprises, elles veulent aussi voir le bienfait de cette intégration, et ce colloque participera à cela. Ça pose beaucoup de questions, les accords de libre-échange bien sûr, ça pose les questions du transport de marchandises. Des normes surtout. Oui, oui, ça veut dire que ça c'est un travail qui appartient au gouvernement. C'est-à-dire que si on veut permettre aux entreprises d'exporter, de s'approvisionner, il faut les mettre en condition pour cela. Ça veut dire travailler sur les normes, ça veut dire simplifier les réglementations, les problèmes d'étiquetage, etc. Donc c'est du travail, mais c'est du travail qui appartient au gouvernement. Et c'est là où on peut nous aussi avoir notre rôle à jouer, parce qu'on est un accompagnateur du gouvernement. L'autorité de la concurrence est véritablement, à travers ce qu'on appelle l'advocacy, c'est-à-dire le rôle du président, un accompagnateur du gouvernement, et on veut jouer ce rôle pleinement. Vous me parliez de la vie chère, c'est exactement ça. Sur la vie chère, actuellement, on a une fenêtre qui s'est ouverte, qui est assez extraordinaire, hein, puisqu'il vient de sortir un rapport de la délégation sénatoriale qui fait 24 propositions sur la vie chère. On a une proposition de loi au Parlement, une proposition de Manuel Valls, et nous, à travers toutes ces propositions, il y en a certaines qui seront applicables en Nouvelle-Calédonie et qui pourront être pris en compte par le gouvernement, puis ensuite il faudra que ce soit voté par le Congrès. Et ça, c'est une priorité globalement pour les Outre-mer en règle générale, avec des initiatives aussi prises en Martinique par exemple ? Voilà, en Martinique par exemple, le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls, et Bercy, hein, le ministre de l'économie, ont saisi l'autorité française métropolitaine de la concurrence pour rendre un avis sur les marges des opérateurs martiniquais. Vous voyez les sociétés qui sont visées actuellement, GBH est une société martiniquaise. Donc évidemment, ça va se servir de ces travaux pour pouvoir les reproduire en Nouvelle-Calédonie et les appliquer au grand bénéfice des consommateurs. On peut avoir des problématiques communes ? Tout à fait. On a des problématiques tout à fait communes. On a des particularités en Nouvelle-Calédonie. Hein. Les protections de marché en font partie, hein, puisque les protections de marché... pas les protections de marché, hein, parce que la TRM, la taxe, vous la retrouvez dans d'autres endroits. Vous la retrouvez en Polynésie à travers la TDL, vous la retrouvez avec l'autre croix de mer, etc. Mais les stops et les quotas d'importation sont une particularité de la Nouvelle-Calédonie. On sait que le 18e gouvernement a très peu de temps pour mettre en place les choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a Christopher Gigès qui a lancé un cercle de discussion sur la vie chère. Vous vous inscrivez dans tous ces travaux ? Mais c'est Christopher Gigès qui est à la pointe de tout cela. Alors c'est très récent, hein, ça date d'1 mois, mais nous, en tant
accompagnateur du gouvernement. Je vous parle aujourd'hui de la vie chère parce que le gouvernement, parce que Christopher Gigès a lancé cette ouverture, cette réflexion avec toutes ses administrations, avec l'autorité de la concurrence, pour aller vite et pour prendre des mesures concrètes. Voilà. Concrètement, la vie chère, est-ce que ça va évoluer demain ? L'égalité des prix et les prix mini, c'est quelque chose qui a une efficacité dans l'outre-mer, puisque ça permet de baisser les prix sur une grande catégorie de produits. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, il y avait 60 prix mini. Christopher Gigès a décidé de les monter à 150. Donc il va y avoir beaucoup plus de produits qui vont être couverts par cette négociation qui va être faite avec les distributeurs, avec des prix évidemment plus bas, qui vont profiter aux consommateurs. La liste des produits de première nécessité, pour vous prendre un deuxième exemple, il y a 13 produits de première nécessité, va être agrandie. Ce qui va permettre d'avoir des produits qui vont être importés, je dirais, sans droit de douane, à des prix inférieurs, et on espère que ça sera répercuté sur le consommateur. Voilà, ça c'est ces mesures très 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 concrètes qui relèvent, vous voyez, du pouvoir du gouvernement, mais l'autorité est derrière pour dire oui, allez-y, avec la DAE, et si la DAE nous demande à un moment donné de les aider, de travailler avec eux pour favoriser des mesures qui relèvent du gouvernement, on le fera. Alors c'est vrai que les gens parfois ont du mal à comprendre avec ces prix réglementés qui, eux, sont contrôlés, et puis la libre fixation des prix qui est la règle absolue en matière de commerce. Les gens se plaignent des prix chers, mais finalement la DAE ou l'autorité de la concurrence ont très peu de levier sur ce volet-là. Alors la DAE, oui, sur les prix réglementés, puisque c'est le gouvernement qui réglemente et c'est la DAE qui vérifie que les prix réglementés soient respectés, mais l'autorité de la concurrence, non. L'autorité de la concurrence, elle part du principe que c'est le marché qui règle les difficultés, qui va entraîner par la concurrence la baisse des prix. Donc nous, on est sur une position très libérale. On croit au marché. Après, si le marché est limité par une réglementation, on doit dire attention, le marché là, il dysfonctionne parce qu'il y a une réglementation qui ne fonctionne pas. Donc supprimer cette réglementation. Et c'est en ce sens-là, c'est ce que je vous dis, que le président de l'autorité de la concurrence doit pouvoir intervenir en disant attention au gouvernement, là, je n'ai pas le levier pour déréglementer, pour supprimer cette réglementation qui fait obstacle au fonctionnement du marché. Mais vous pouvez le faire et faites-le, parce que sinon, les prix ne baisseront pas. Merci beaucoup, Stéphane Rother, d'avoir été avec nous.